Et bonsoir. Bonsoir. Oh putain, allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. Ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, parce que j'étais pas sûr d'un truc, mais c'est bon. Nickel, on entend parfaitement. Incroyable. Désolé, hein, quelle entrée, Mais nickel. incroyable. Mais Mais incroyable. On j'avoue. peut espérer mieux comme entrée. Comme si on dirait que je me suis pété la gueule et tout, mais pas du tout. Hein. C'est Alors, une attendez, entrée en scène incroyable. Je vais allumer la cam, non? Yes. Ouais, C'est le avec but, plaisir. quand même, Ouais, carrément. Hop, nickel, incroyable. Ah, mais attends, mais parfait ça. Et le son et Ouais, le son. ouais. Ouais, allô? Ouais, je C'est pense bon ou pas? que ça devrait être bon là. Le son est à chier? C'est Non, bon. impossible. C'est bon. C'est nickel. Apparemment, c'est good. Ouais, parfait. Tout est bon. Tout est Me dites nickel. pas ça parce que si le son est à chier, vraiment, il y a beaucoup d'euros investis dans ce son, donc ça me foutrait vraiment mal, quoi. On sait ce que c'est le son. C'est vraiment la pire galère Ah ouais. du monde, littéralement. Vous savez que le son, c'est plus important que l'image sur Twitch, hein? Vous Ouais. savez ça ou Ouais, pas? ouais, Ouais, clairement. ouais. Bah, C'est important, un peu, c'est important. pour nous le plus gros problème, hein. Franchement. Ouais, c'est. À deux, ça Bah, a en été plus, une grosse galère. à Ouais, mettre vous en êtes place. deux. Bah ouais, Ouais. vous êtes deux, c'est C'est horrible. ça. Mais on s'est dit un jour, je pense qu'il faudra qu'on prenne juste un ingé son une journée pour Ouais. nous aider parce qu'on a encore des problèmes des fois. Mais ça viendra Bah, avec le le temps. problème, c'est que si tu veux pas que le micro de. Ouais, si tu veux un seul micro, c'est toujours compliqué. Sinon, il faudrait que vous ayez un micro chacun. Mais il Mais faut pas c'est que ce qu'on fait. ça. Mais c'est Le le micro cas. de l'un Ouais, c'est pisse ce dans qu'on a. l'autre. Ouais. Maintenant, on a 2 micros et on a une table de mixage du coup qui récupère le flux. Comme ça, il n'y a pas d'écho. Ouais. Ouais. Au moins. Mais ça au évite, début, on ça. fonctionnait bien avec sûr. un seul micro, mais c'était horrible parce qu'on a des voix différentes. Ouais. donc, Ouais, c'est ça. c'était Les vraiment réglages, pas c'était ouf, pas ça. Exactement. Sinon, le top, c'est 2 micros casques, mais c'est moins esthétique, quoi. Ouais, Mais ouais. ouais. Mais on y avait pensé, franchement, on a un peu parcouru toutes les options là-dessus. Ouais, et, c'est Ouais, pas bah, je comprends. évident. Ouais. Ouais. Je comprends. Et bah, du coup, c'est parti. C'est parti. Bah ouais, alors moi, je suis totalement touriste. Hein. Moi, je sais pas ce qui va se passer. Je connais aucune question. Je préviens quand même au cas où, hein, pour le chat et tout. Hein. Je sais rien de ce qui va se passer. Hein. Et bah, très bien, c'est parfait. Pourquoi il va se passer un truc? Non, mais moi, je sais rien de ce que vous allez me demander là. Hein. Je sais même pas de quoi on va parler et tout. Hein. Donc, Mais c'était l'objectif. C'était je l'objectif. suis en impro total. Tu vas voir, ça va être assez original comme type d'interview. On a Ouais. essayé un peu de Ah ouais revisiter le principe. Et, Ok. et puis, on va partir sur une petite aventure. Ouais. Ouais. Allez, C'est parti. c'est Ok. parti. On va commencer par le BABA. Bah, après, ça semble logique, mais comment vas-tu? Est-ce que le petit séjour au ski, bah, c'est bien passé, nickel. Comment ça, ces jours au ski Ah, je vois pas du tout de quoi vous On parlez. s'est un peu sur les réseaux, quoi. Non, j'étais en réalité en tournage. C'était même pas des vacances. Bon, un tournage pas désagréable, il faut le dire. Mais c'était, j'y suis allé pour quelque chose qui sera visible que dans quelques semaines, voire mois d'ailleurs. Donc, parce que ce sera même pas sur ma chaîne. Ce sera sur la chaîne de Trivia et Gomard. Donc voilà. Donc, Ok. Little Big Whale, pardon. Little Big Whale Ouais. et Gomard. Donc voilà. Donc c'est pas tout de suite, mais ouais, c'était très cool. Et puis ouais, c'est toujours sympa de partir avec des gens qu'on connaît bien et tout. Donc c'était très sympa. Mais Mais du coup, pas vacances. c'était quoi. aussi assez sportif, mais je peux pas en dire plus malheureusement. Pas de leak. Bien sûr. C'est déjà Ok. beaucoup, hein. Ouais. C'est déjà un bon teasing. Ouais, non, mais J'adore. Je vous ai dit ce que j'avais le droit de dire. Hein. Je me suis briefé avant, bien sûr. La petite NDA. Bien sûr. J'ai du média training pardon pour ce vlog. Je suis Ouais. Ok, totalement parfait. entraîné. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas forcément parler du début de ta carrière ou des étapes que tu as déjà vécues ou que tu as pu évoquer dans Ouais. d'autres interviews. On veut, comme on t'a dit, voilà, On va vraiment pas faire la même revisiter, chose. c'est ça, Voilà. faire, Ça c'est bien ça. ouais, Ça c'est bien. quelque ça. chose d'assez original. Donc, on sait Assez avoir actuel. une conversation plus ouverte et engager des débats entre nous sur le monde actuel Ok. du streaming, du jeu vidéo, de l'e-sport, voilà, de tous les enjeux qui tournent sur cet univers. Et Vaste sujet. Ouais. Très, très vaste sujet. Vraiment, il y a du contenu. Et j'ai même envie de dire que Ok. tu es l'invité parfait, en fait. Mm. Hein. C'est vrai Pour, que de ton parler de tout ça, expérience, Ah bon? Pourquoi? les conseils, les critiques Ah que oui, tu as de oui. ton expérience, c'est. On Je est dis super que- curieux du coup d'avoir J'espère- tous tes conseils. et J'espère tes être à la critiques. hauteur. Ah, bien Ah sûr. bah. bien sûr. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers du coup de jeux vidéo. Je sais pas si t'es sur le stream en même temps. Ok. Alors, si vous voulez, je peux être sur le stream. Il faut que je me mette sur le stream. Ouais, il faut Ouais. que tu te mettes sur le stream en même temps. Petite chose à voir. Ok. Bienvenue à bord de cette aventure captivante. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage unique au cœur de l'univers du jeu vidéo. Une odyssée qui révélera les chapitres clés de ta vie et de ta carrière. Des épreuves surmontées aux défis relevés, nous explorerons tes triomphes éclatants,
tes moments de doute les plus profonds. Et on découvrira également les précieux alliés qui ont été à tes côtés dans ces moments cruciaux. Prépare-toi à vivre cette histoire en 6 actes qui nous guideront tout au long de cette soirée discussion. Es-tu prêt pour cette expérience inoubliable? Laisse-toi emporter par cette aventure palpitante. Du coup, Attendez, mais c'est mon enterrement de vie de garçon là ou on pourrait le voir comme ça, c'est incroyable. Incroyable. On n'avait pas du tout vu ça comme ça, mais incroyable, j'adore. Du coup, Ok, putain, incroyable. on commence tout de suite avec l'acte 1, le début du streaming. Mars Jingle et tout, mais 2010, c'est bien dans fait le pour. royaume de Streamland, Zerator naît dans le village de Gamersville. Il découvre sa passion pour le streaming et le shootcasting, représenté par des opportunités, des contacts, des premières compétitions de StarCraft 2, déjà à l'époque. Le joueur traverse les étapes du début de carrière de Zerator, continue son chemin avec de belles rencontres comme Juice, Moment et bien d'autres, et le poursuit à la rencontre de nouveaux alliés pour affronter les premières épreuves liées au streaming avec AAA, Millennium, Eclipsia, par exemple. Du coup, on a fait une petite rétrospective sur ton parcours. À partir de mars 2010, tu as acheté une carte, une clé bêta StarCraft 2 sur eBay. Ouais, Voilà, donc totalement. à ce moment-là, StarCraft 2, une dingue. L'intérêt pour les web TV, pour shootcasting, Dream of StarCraft 2, bien d'autres compétitions aussi. Et là, tu t'es dit, je kiffe ça solo, en vrai, c'est plutôt cool. Et puis, en plus, il y a AAA qui commence leur nouvelle web TV, let's go. Mais à ce moment-là, c'était un milieu, comment dire, assez inconnu, quoi. Et YouTube avait déjà fait un peu sa place, c'était vraiment le monde vidéo. Et ça a été, en fait, on se pose la question, quelle a été la réaction, les craintes de ton entourage? Alors, en fait, c'est un peu compliqué de recontextualiser l'époque parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens savent ce que c'est le streaming et savent dans quoi on s'embarque, et même le milieu de l'influence globalement. Donc c'est un peu difficile de s'imaginer un monde où les influenceurs n'existent pas aujourd'hui. Mais en fait, c'est ce qui se passe à l'époque. En gros, les seules personnes connues sur des médias, c'est en gros de la télé ou chanteurs ou magazines ou ce genre de choses, quoi, acteurs, etc. Et donc, il n'y a pas vraiment les réseaux sociaux. YouTube vient à peine de naître en réalité. Et dans le gaming, on commence à peine à avoir des YouTubeurs qui émergent de ça. Et encore, c'est sur des jeux très grand public, type Call of Duty, même Minecraft, etc. Mais sûrement pas StarCraft 2, en tout cas pas au départ. Et donc, moi, le truc, c'est que je commence pas vraiment. Enfin, vous dites comment l'a pris l'entourage et tout, mais en réalité, en 2010, quand je commence à commenter des compétitions de StarCraft 2, personne n'est au courant parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient au courant, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas vraiment mon métier. Moi, il faut savoir que j'ai fait du streaming pendant 2 ans, 1 an et demi, on va dire, sans toucher un seul centime. Mais en fait, ça va même plus loin. C'est-à-dire que non seulement j'ai touché aucun centime, mais je pensais pas que ça me rapporterait un seul centime. Ouais. Donc en fait, il n'y avait pas ce côté est-ce que c'est dangereux de s'y mettre? Est-ce que je vais en vivre, etc. Parce que la question se posait même pas en fait. Donc il n'y a pas eu vraiment de peur de l'entourage ou de quoi que ce soit parce que c'était juste qu'au lieu d'être sur mon ordinateur, j'étais sur mon ordinateur. Donc ça faisait pas une grosse deal. Ouais. Petit crash vidéo Discord. Apparemment, il y a des problèmes Discord ce soir. Ouais, on nous disait ça tout à l'heure. Ah bah super. Ça charge, ouais. Very loading, Ah non, Allô c'est bon. It's back. Ouais, c'est Allô bon, nickel. Et donc en gros, ouais, il y a pas vraiment de peur ou de crainte que de l'entourage de quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'en fais pas vraiment tout de suite mon métier, et il y a ce truc de, je fais un peu des études en parallèle, parce qu'en gros, moi je faisais un BTS en parallèle de commenter mes premières compétitions de StarCraft, donc j'avais un peu ce côté, bon bah de toute façon je vais aller au bout de mon diplôme pour avoir un taf, etc. Donc il y a pas vraiment eu ce truc là. Et en fait, quand j'ai terminé mon BTS, je sais pas si on en est déjà là dans votre chronologie, mais je vais. Laisse-toi aller, clairement. Laisse-toi aller. Je vais saboter les étapes. Mais en gros, je termine mon BTS et il se trouve que ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je faisais du streaming sur Twitch et on m'a proposé de rentrer donc chez Millennium à l'époque à Marseille. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah vas-y, là c'est un taf concret, c'était un job quoi. Donc en fait,
j'ai pas vraiment. Enfin, avant, j'étais un petit peu en alternance et tout. Je gagnais quelques centaines d'euros par mois, même pas, pour faire mes compétitions et mes commentaries de StarCraft. Donc, en fait, il n'y a jamais eu ce côté est-ce que je peux en vivre, etc. Puisque j'ai commencé en ayant un job là-dedans. Et avant, je comptais pas en vivre. Donc, en fait, j'ai pas eu ce passage où j'ai galéré. Ouais, ça a été direct. Ah, il y a des lags. Ouais, Hein. il y a flag. Il y a des gros lags. Hein. Je Ouais. sais pas du tout. Allez, en théorie, c'est censé fonctionner un jour. Ok, c'est bon, on voit, Ah, bon. mais on n'entend pas. A few moments later. Tout est Du coup, réglé. on en était ouais, sur le parcours des débuts, sur le fait que tu finissais ton BTS. Ouais, et ouais, que- bah, en gros, le seul truc que je disais, c'est que comme je suis passé un peu de tout à rien, c'est-à-dire pas de. En gros, pas l'ambition d'en vivre à on me propose un contrat, bah en fait, il n'y a pas eu ce moment où j'ai galéré de manière hyper précaire, parce qu'en fait, j'aurais jamais fait le switch si de toute façon on m'avait pas proposé ça. Et moi, c'est un peu ce que les gens me disent tout le temps. Est-ce que tu as des conseils pour commencer le streaming et tout? Je leur dis toujours, bah, faites ça à côté. Et si un jour vous voyez que ça peut vous faire l'équivalent de ce que vous auriez gagné avec un métier que vous pouvez exercer, bah là, à ce moment-là, faites le switch. Et c'est vrai qu'en lien avec un peu avec ce parcours, du coup, on a beaucoup retenu l'importance de l'indépendance pour toi, que du coup, tu as ressenti toujours, assez jeune. Et on s'est demandé si justement, avec l'évolution comme ça, au fil du temps, tu t'es dit, est-ce que c'est pas une évidence en fait d'essayer d'évoluer là-dedans? Quand tu as eu par exemple ton premier contrat, tu t'es pas dit, bah en fait, c'est clairement ce que je veux faire, quoi. Je me vois là-dedans, je me vois être indépendant là-dedans. Et Voilà, c'est ça. Et je pourrais me développer de façon indépendante dedans. Bah, quoi. Bah, pour être honnête, quand j'ai commencé à faire ça en étant payé pour le faire, c'est-à-dire chez Millennium, il y avait aucune chance d'être indépendant. En fait, c'est un métier où il y a assez peu de calcul, pour être honnête, et surtout à l'époque, parce qu'en fait, c'était très très au jour le jour et on savait pas trop de quoi demain était fait, et ça avançait au fur et à mesure de manière très faible, enfin très très peu intense. Et en fait, je me suis pas dit dès le départ je vais être indépendant, parce que c'était même pas possible. En fait, aujourd'hui, on se rend pas compte, mais pour être en live, on crée un compte sur Twitch et on a le flux de sa Ouais. chaîne et on lance OBS et c'est bon. À l'époque, ça n'existait pas. En fait, nous, on était en live sur Dailymotion, et en fait, les seuls qui avaient le droit d'avoir une chaîne Dailymotion, c'était certaines boîtes qui étaient connues dans le jeu vidéo, bah, notamment Team AA ou Millennium. Et ces boîtes-là, elles avaient un ou deux flux, et encore deux flux, c'était déjà énorme. Donc en fait, tu pouvais pas avoir ta chaîne à toi-même. Donc jamais tu te serais dit, bah, je me lance en indé, parce que ça n'existait pas en fait. Et après, il y a Eclipsia qui s'est lancé au départ en 2012 en étant un MCN, c'est-à-dire un agrégateur de chaînes. Et moi, ma première chaîne indépendante ZTV, en fait, elle était hébergée chez Eclipsia sur Dailymotion, et c'est eux qui m'ont permis d'avoir une chaîne. Donc voilà. Donc on pouvait pas être indépendant Ok. en 2012-2013. C'était même un truc qui n'existait Ok. pas avant Twitch. Ah, ça a vraiment commencé sur Twitch. Ouais, mais c'est intéressant comme point de très vue. C'est vrai intéressant, que ouais. ouais, y a pas juste le point Ouais. de vue d'être seul devant la caméra et d'avoir son indépendance de contenu entre guillemets. En fait, t'es Ouais. hyper Bah, ah dépendant de non, mais ça, structure, du coup. en fait, t'es tout seul chez toi et tu fais ton truc, mais tu pouvais pas créer une chaîne comme ça Ouais. n'existait pas. En fait, il fallait connaître les bonnes personnes, être sur le Mm. truc. Mais là, on parle vraiment de Dailymotion en l'occurrence, et de la particularité française, parce que il y a Onet TV qui existait, il y avait Justin TV qui commençait. Mais nous, vu qu'on avait Dailymotion et que c'était un équivalent français qui fonctionnait bien, bah, en fait, on s'est même pas posé la question de où aller ailleurs, puisqu'en fait, ce truc existait. Donc, il y avait même pas ce truc-là de où est-ce que je vais faire une chaîne, puisqu'en fait, Ouais. on pouvait le faire avec ça. Et pour clôturer un peu la partie sur le début du stream, c'est quoi l'anecdote mémorable que tu pourrais nous raconter, quelque chose qui te fait sourire aujourd'hui quand tu y repenses? Ouais, Oh la vache. Il va y en avoir flashback, pas là. mal, hein. Flashback, en fait, là. Bah, tu sais, en vrai, il y en a évidemment énormément, mais je me rappelle que c'est pas un souvenir précis, mais c'est plus une situation. C'est que quand j'ai commencé le streaming, quand j'étais dans ma chambre, bon, déjà, on a commencé, moi j'ai commencé, on était deux. En fait, j'étais avec un pote à moi qui, je sais pas si vous connaissez StarCraft, mais en gros,
jeu de stratégie dans lequel tu as une mini-carte en bas à droite ou en bas à gauche, un peu comme dans League of Legends. Donc, tu as la mini-carte et il se passe des trucs sur la mini-carte et tu peux cliquer dessus pour aller à cet endroit-là. Donc, et en gros, sur StarCraft, quand j'ai commencé, mon pote IRL de l'époque, qui n'est pas devenu streamer ni rien, il a fait autre chose après. En fait, moi, pendant que je commentais, parce que j'avais pas la caméra à l'époque, ça se faisait pas d'avoir la caméra, on était sans cam, c'était un peu en mode radio. Pendant que je commentais, en fait, lui, il m'aidait en ciblant sur la mini-carte des trucs au fur et à mesure, un peu comme un présentateur météo, tu vois. Et moi, en fait, ça me permettait d'aller voir les points chauds, entre guillemets. Et donc, c'était rigolo parce que on était deux, mais j'étais le seul à parler et c'était un peu comme mon copilote de live. Et c'est rigolo de penser à ça aujourd'hui parce que ce serait totalement irréaliste. Et voilà, et quand je pense à ça, ça me fait un petit peu sourire. C'est assez rigolo de penser à ça. C'est totalement loufoque comme situation. Donc ouais, je dirais que ça, c'est le vrai truc du début auquel je pense qui me fait marrer. Ouais. On passe sur du coup l'acte 2, sur la partie événement. Ouais. Zerator entreprend la construction d'événements. Alors, quand ça veut bien marcher... La question maintenant, c'est comment vous allez réagir à ce problème technique? Est-ce que tu vas embrasser le problème? Est-ce que tu vas faire genre que tout est sous contrôle alors qu'en fait pas du tout? Actuellement, tout va très bien. Actuellement, tout va très bien. Parce que le problème technique n'est jamais un problème. La question, c'est comment tu réagis face à ce problème technique. T'es en live, voilà, les gens attendent quelque chose, tu viens de leur annoncer quelque chose, comment tu vas rebondir? Sur le problème, il n'y en a pas eu. Alors, Zerator entreprend donc la construction d'événements épiques représentés par des niveaux où le joueur doit résoudre des énigmes pour organiser des événements majeurs comme le Z-Event, la Zilan ou maintenant Ascension par exemple. Le royaume est confronté à des défis techniques, des dramatiques et des réalisations mémorables avec des moments forts comme la rencontre avec Flora ou Dash. Du coup, en 2016, tu commences à faire de l'événementiel offline sur Twitch, donc Trackmania Cup 4 au Grand Rex à Paris. Est-ce que tu penses que tu as contribué à la démocratisation de l'événementiel offline sur Twitch? Francophone, je précise. Alors c'est sûr que j'ai participé à ça. Après, dire que je suis l'acteur de l'événementiel sur Twitch, ce serait vraiment ultra prétentieux. Donc, à mon avis, j'ai fait partie des premiers à le faire en France et ça a pu en inspirer certains à les faire. Et c'est trop cool parce que je trouve que c'est super de pouvoir transformer en vrai ce que tu imagines un petit peu dans ta chambre, sur ta chaise, peu importe, ou dans ton bureau. Donc ouais, c'était un vrai défi pour nous, mais l'idée de base vient même pas de moi. En fait, elle vient d'un pote qui s'appelle Nico, que certains connaissent parce qu'il est fondateur de Mandatory aujourd'hui avec moi, il est fondateur de ZQSD. Ça, pour le coup, pas avec moi. Mais en gros, c'est lui qui m'a appelé un jour en me disant vas-y, viens, on fait la finale de ta coupe Trackmania de merde. Là, on l'a fait au Grand Rex. Et moi, je lui ai dit pas du tout, what the fuck et tout. Et après, l'histoire a fait ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, c'était même pas une idée à moi parce que moi, je me doutais pas du tout qu'on pourrait faire un truc comme ça. Et c'est parce que Nicolas, ce type-là, m'a contacté et m'a dit je pense que ça peut se faire, qu'on l'a fait. Et voilà, donc c'était très cool. Et après, une fois que j'y ai goûté, j'avoue, j'étais trop heureux de me dire que ça avait pu exister. Ouais, donc après, on a fait d'autres trucs. Après, il y a des événements qui sont comme la Trackmania Cup, mais il y a aussi des trucs très cool d'événements sur ma chaîne que j'aimais faire à l'époque, genre typiquement les LAN. Quand on allait streamer les LAN en inside et qu'on était joueur en direct sur les premières LAN de League of Legends, c'est un truc que j'adorais faire et qui pourtant sont pas à la hauteur d'une Trackmania Cup en termes de préparation ou même de budget, mais voilà, il y a tout type d'événements et ils ont chacun un peu une saveur particulière. Alors, le The Event, c'est un peu différent parce que pour le coup, on n'a rien inventé. La seule chose qui a été ultra repris du The Event et propre au The Event, c'est son format. C'est-à-dire plein de streamers dans la même pièce qui live chacun sur leur flux. Parce que le caritatif sur Twitch et même sur Internet en live, ça existait bien avant que je fasse le The Event. Et d'ailleurs, j'ai moi-même participé à plein d'initiatives caritatives avant le The Event sur lesquelles on m'a invité. Il y a eu notamment The Siege avec Athènes, il y a eu Avengers avec Athènes. C'est surtout lui qui en faisait en live, bien sûr, mais il y a eu aussi d'autres trucs. Donc, on n'a rien inventé avec le The Event. Disons qu'on a plus, on a plus fait un format qu'une vraie invention de caritatif. Mais effectivement, quand on a plusieurs streamers dans la même pièce qui streament pendant un week-end, chacun sur leur flux, avec des donation goals, c'est souvent inspiré de The Event, mais en vrai, c'est super. Enfin,
c'est flatteur d'être ouais, d'être complètement. imité, que Mm. les gens s'inspirent de ce que tu fais. Donc c'est jamais un problème. Et moi, je me suis jamais dit, putain, il y a des gens qui copient, tu vois. C'est pas. Et juste, j'ai une petite question là, du coup, qui Ouais. vient suite à ce que tu disais, du coup, qu'il y a des formats qui ont été copiés entre guillemets, format Z-Event, et qui n'ont pas forcément marché. C'est quoi pour toi la clé de la réussite de ces événements? Ce que tu disais Ouah, juste. c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué parce Ouais. que une addition de plein de. Bah, nous, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à trouver un format qui nous correspondait et qui avait pas trop été fait. Donc les gens étaient curieux. Je pense que ce qui fait l'originalité et le succès, c'est que les gens, ils veulent absolument venir. Et en fait, quand ils veulent absolument venir, bah, du coup, ils se donnent pour le truc. Et du coup, ils créent des choses un peu exceptionnelles quand ils viennent. Et ça fait une sorte de belle alchimie, tout ça. C'était quoi pour toi l'élément déclencheur de passer un peu de l'autre côté en fait dans la gestion, organisation, création, donc de voilà diriger Nexpected, diriger maintenant Mandatory avec partie Valorant, partie WoW, et c'est intéressant hein, de passer Bah, cet autre côté. En fait, alors c'est quand même 2 choses ultra différentes. En gros, Unexpected, c'est basé du fait que, quand je me suis lancé sur Twitch, ça a beaucoup mieux marché que ce que je croyais et du coup, j'ai eu, pas mal d'argent la première année et j'étais un peu je me disais, «Qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Comment je vais l'investir sur ma chaîne ou sur mes projets professionnels?» Et en fait, il se trouve qu'avec une discussion un peu au hasard, avec, quelqu'un qui est, aujourd'hui la fondatrice du studio avec moi, on en est venu à se dire: «Bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas ça?» Là, je la fais vraiment extrêmement courte, mais et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je peux aller là-dedans» et moi, je vais pas mentir, hein, c'était pas un rêve de gosse de créer des jeux vidéo ou de Ouais. fonder un studio de jeux. C'était plus de la curiosité pour le coup et je me rendais pas trop compte de ce que c'était et en fait, je trouvais ça intéressant de monter un projet comme ça et Ouais. de voir un petit peu l'envers du décor et donc ça c'est un peu né comme ça. Donc ça, c'est pour Unexpected. Ensuite, pour Mandatory, le jeu Valorant est sorti, j'ai adoré le jeu. J'ai tellement adoré le jeu que je voulais participer à l'élaboration de la communauté française, donc on a créé un site communautaire Mhm. qui s'appelait Ouais. Mandatory, .gg où il y avait des guides, il y avait un Discord pour que les gens se retrouvent pour jouer ensemble et on a organisé une compétition avec Ouais. la Mandatory Cup et avec les Ignition Series, c'était Ah bah les hier. premières choses qu'on a pu faire. Ouais, c'est ça et en fait, à un moment, moi je connaissais très bien Gibbs à l'époque et on en discutait et je connaissais aussi beaucoup, Damien, donc Hip, qui sortait d'une période un peu Overwatch League, il se mettait à Valorant et cetera. En fait, il y a eu des planètes un peu alignées où, ça correspondait à un truc que j'avais envie de faire à ce moment-là. Je jouais beaucoup au jeu, eux 2 étaient libres et en plus, IRL, on était tous ensemble. Donc je sais pas comment dire, ça s'est fait un petit peu à l'arrache, hein, puisqu'en gros, Ouais. on a l'idée de monter Mandatory en décembre et on annonce l'équipe fin janvier. Donc c'est vraiment, c'est ultra rapide. Il faut pas faire ça, hein, faites pas ça. Donc, Ne reproduis Avec pas pardon, ça. mais en plus, c'était une grosse étape pour moi. Donc je voulais trouver un joli nom, une belle DA. Je voulais faire une vidéo d'intro. Et on a fait une vidéo, voilà, en annonçant l'équipe avec un marteau, etc. J'avais envie de trouver un objet. Enfin, j'avais pas envie de faire ça à l'arrache non plus. Mais on l'a quand même fait. Et après, voilà, on sait ce qui s'est passé pour Mandatory. Et donc, c'est comme ça qu'est né Mandatory. Donc, Du coup, quels ont été pour toi les moments clés et les défis marquants de ta carrière? là, je vous le dis, vous m'emmerdez avec votre question, hein. Là, vraiment. Là, C'est c'est. mais incroyable, c'est une victoire pour nous. J'avoue. Faut se poser des questions. Ah, vraiment, vous m'emmerdez là. Non, mais bah, en fait, c'est impossible. J'ai eu la chance de vivre tellement de trucs hyper originaux et uniques. Mais la réponse facile, ce serait de dire les événements parce que c'est assez vrai et ça paraît banal, mais c'est fou. Enfin, réussir à remplir Bercy avec un jeu qui n'est pas regardé en France, avec Ouais. une structure basée sur un indépendant, avec une compétition qui n'existe pas, enfin qui n'existe que parce Ouais, que ça j'avoue. part d'une blague. Mm. On était évidemment trop fiers de ça, d'autant que même pour les équipes techniques qui bossent avec moi, c'était l'aboutissement d'un énorme chemin. Donc voilà, trop cool. Et du coup, on va passer à l'acte 3 qui est sur la vie personnelle et la pression. Voilà. Ok. C'est parti. Le joueur explore la vie de personnel de Zerator, représenté par des quêtes liées à sa routine quotidienne, la gestion de la pression des statistiques. Des dialogues avec des personnages clés comme sa compagne et ses amis proches influent sur le déroulement de l'histoire. On se demandait, c'est quoi la routine quotidienne de Zerator?
Euh, Putain, vous m'emmerdez avec vous. j'aimerais pouvoir... C'est chiant. Franchement, j'aimerais pouvoir vous répondre si la réponse existait, quoi. En fait, le problème, Non. c'est que Il y a le pas problème, de c'est que routine. la routine n'existe pas vraiment. Après, bon, j'ai quand même un rythme de travail très fluctuant, on va dire, parce qu'en fait, il y a des périodes très intenses et des périodes moins intenses. La routine quotidienne, c'est aussi le stream de tous les jours. Donc, en fait, c'est les gens l'oublient souvent quand je fais des interviews pour les grands médias et tout. Souvent, j'ai un peu l'impression que mon seul stream de l'année, c'est le The Event. Et ça, c'est assez marrant parce que ils sont en mode alors. Et donc, oui, vous faites du streaming et donc les trucs caritatifs, c'est cool et tout. Mais en fait, le The Event, c'est 3 jours dans mon année. Donc, c'est littéralement 1% de mon live. Donc, en fait, c'est rigolo parce que j'ai presque 2 métiers en réalité, même en live. Parce qu'en fait, j'en ai même plusieurs si on prend d'autres casquettes avec la communauté et tout. Mais même en tant que streamer, je fais 2 choses totalement différentes avec l'événementiel et le stream quotidien. Ensuite, il y a le côté rythme de vie, évidemment. Ouais. Vous êtes streamer comme moi. Là, on est le 20 décembre. Vous êtes en live à 21h47. Donc, vous savez ce que ça implique d'être en live le soir. Évidemment, on a une vie en décalé. Donc, on n'a pas un métier avec énormément de pénibilité physique ou même forcément mentale en fonction du live de chacun. Mais il y a des contraintes. Et parmi les grosses contraintes des streamers, c'est la vie en décalé. Pour ceux qui nous écoutent, quand tu es en live, comme moi, on va dire aller de 18h à minuit pour faire une grosse fourchette, parce que ça peut être plus ou moins. Ça veut dire que quand tu finis ton live à minuit, c'est pas la fin de ta journée. Parce qu'en fait, Ah, clairement. toi, quand tu vas quand tu vas au travail, dès que tu as fini ta dernière heure de taf, tu vas pas au lit. Et ben nous, c'est pareil avec les streamers. Soit on va manger, soit on se fait une petite soirée Netflix and chill, etc. Mais quand cette soirée ou ce repas, ça commence à minuit, bah forcément, ça décale un petit peu tout ça. Et puis, t'as pas envie d'être en live au moment où tu vas te coucher non plus, parce que sinon, tu vas pas avoir assez d'énergie. Donc voilà. Donc en gros, ça implique d'avoir une vie décalée. Moi, ça fait ça fait quasiment 20 ans maintenant que je vis que je vis de 13h à 5h du matin. Et après, moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui peut s'adapter à ces heures-là. Parce qu'aujourd'hui, si je vivais avec quelqu'un qui faisait des horaires de bureau classiques, Ouais, c'est impossible. je ne vivrais pas avec cette personne, je vivrais seul en fait. Donc, Ouais. donc effectivement, ça c'est une chance qu'on a et c'est très important parce que moi, ma carrière n'en serait pas là et ma vie n'en serait pas là si j'avais été seul, c'est sûr et certain. Ça aide énormément à se faire tirer parfois vers la vraie vie, parfois ça te pousse vers des choses plus grandes, ça te donne de l'ambition, du courage, de la Ouais, force. bien sûr. Ça te fait. Enfin, c'est un cheat code d'être deux, Ouais, vous le ouais. savez Clairement. peut-être. Ah oui. Pas du tout. Mais Non. je- et voilà, donc c'est ça la routine. Et après, évidemment, quand on est streamer et qu'on, comme moi, on a été bête et on est allé chercher d'autres casquettes et d'autres métiers, ça fait qu'on se retrouve avec des journées où on bosse, on peut bosser tout le temps. Et à la fois, si on retourne notre téléphone, on bosse plus. Donc en fait, on bosse tout le temps et jamais. Mais en fait, comme on bosse tout le temps et jamais, ça vient avec des avantages et des inconvénients. Donc c'est pas évident, mais avec le temps, on apprend à se gérer, à savoir où est-ce qu'on veut focaliser son attention, ses priorités, en fonction aussi de ce qu'on est obligé de faire. Et voilà. Est-ce Trop que, cool. est-ce que tu t'imposes des vacances justement pour gérer cette limite entre vie privée, vie perso? Mm. Ou un temps C'est, max de travail journalier, je Ouais, sais là, tu pas. te dis stop, je vais m'arrêter. Ouais, en mode là, c'est bon, Mm. stop quoi. C'est une super question et la réponse de tous les streamers qui en vivent assez bien, ce sera toujours pas assez, Ouais, je bien pense. sûr. En tout cas, Mm. de l'expérience que j'en ai et des streamers avec qui je discute, les gens te diront pas assez. Ma copine te répondrait même non. Euh, et c'est quelque chose sur sur laquelle j'ai appris à travailler avec le temps. Et je pense qu'avec la maturité, ça aide à se dégager du temps parce qu'en fait, Mm. quand tu démarres et quand tu es dans une logique, pas de conquête, mais en tout cas d'épanouissement dans ce milieu, Mm. tu as envie d'en faire beaucoup et tu te dis, est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose Ouais. là, si je suis pas en live à tel truc, si je rate telle Mm. sortie de jeu, si je rate tel événement, est-ce que ça va pas me poser des problèmes? Est-ce que ça va pas me freiner et tout? Donc, tu essaies de rien rater, de toujours tout faire. Mm. Mais la réalité, c'est qu'il y a. Enfin, il y a rien de plus productif qu'une pause et d'ailleurs vous le savez hein, dans WoW quand on fait 5 wipes d'affilée à un moment on fait une pause on revient et on fait un meilleur try donc Ouais, en c'est fait clair. c'est la même chose dans la vie il faut faire des pauses et ça t'aide à revenir plus fort. Mm. Enfin, Ouais. en tout cas, c'est ce que je pense. Mais
je te dis ça et je l'applique très peu à moi-même, donc Oui, mais c'est mais- tout. mais On je le- connaît trop bien Oui. tout ça. mais je le Ça. pense. Je le pense quand même. Je le pense quand même. Justement, comment tu gères tout ça, toi, tout ce stress que peut générer ce milieu? Du toujours plus, il faut faire plus loin, Ouais. plus d'audience, plus de voilà, tout ça. Bah, alors franchement, en fait, je peux pas répondre. Bah, assez bien parce que ça dépend des moments en plus, et surtout que moi, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pu faire des trucs vraiment incroyables. Mais en fait, effectivement, le revers de la médaille sur Internet, c'est que quand tu fais des trucs énormes, les gens s'attendent à toujours plus, toujours C'est mieux. ça, ouais, Ouais. toujours. Donc, et il y a un peu ce côté jamais rassasié, et d'autant qu'il y a en plus des gens qui arrivent avec des nouvelles idées tous les jours. Donc, tu te Ouais. dis, est-ce que faut pas que j'arrive à assurer, à être, à rester dans le truc et tout. Comment on gère la pression, le stress, qui était ta question initiale? Bah, je pense que la réponse, c'est prendre le temps d'y réfléchir et essayer de dézoomer, de se concentrer sur ce que tu veux faire à la base, Ouais. pourquoi tu le fais. Typiquement, moi, aujourd'hui, je crée la Zilan parce que ça me fait marrer et j'essaie de créer un événement que moi, j'aimerais regarder. Donc, avec cette base-là, bah, j'essaie de me faire le fil dans la tête de là, ouais, là, il va se passer ça. Oh, ça serait trop marrant s'il se passait ça. En tout cas, moi, si je voyais ça, ça me ferait marrer et tout. Donc, j'essaie de raisonner comme ça. Alors, pas avec les contraintes que ça impose, hein. Parfois, tu as des contraintes techniques, de budget, de temps, de Ouais. préparation, mais voilà, en tout cas, prendre le temps. Alors, ça veut pas dire qu'il faut. Parce que j'ai arrêté les events et la Trackmania Cup, donc ça veut pas dire qu'il faut toujours tout arrêter, bien sûr. C'est pas forcément un super exemple. Mais en tout cas, faut pas forcément s'enfermer dans une boucle et comprendre à chaque fois pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et bien y réfléchir et prendre du recul. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut dire que l'indépendance, c'est vraiment ton maître mot et qui guide tous tes projets aussi liés à ça? Que tu peux avoir justement Euh, grâce à tes alliés. Oui. Ouais, bah en fait, je sais pas si c'est si lié que ça en réalité, parce que pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Parce que l'indépendance, c'est plus que tu arrives à faire ce que tu vas vouloir faire en termes de direction. Parce que indépendance, c'est pas je fais ce que je veux tout le temps. Ah hein. non, bien En sûr. fait, Ah oui, non. faut pas croire. Et d'autant que moi, typiquement, quand on a une Zilan et qu'on me dit, bah voilà, la Zilan, elle va coûter 450 000, 600 000 euros organisés. Il y a des marques qui vont se proposer pour sponsoriser des trucs ou qu'on va aller démarcher. Elles vont proposer des trucs en échange. Je vais pas leur dire, bah, je suis indépendant, je m'en bats les couilles, allez vous faire foutre. Ou alors je paye la Zilan moi-même, mais dans ces cas-là, bah, il y en aura une, peut-être pas tous les ans, peut-être tous les 5 ans. Donc voilà. Donc être indépendant, déjà, c'est pas faire ce qu'on veut, mais c'est plutôt garder le contrôle de ce qu'on fait, je pense. Mais après, effectivement, vous parliez de la confiance qu'on accorde aux gens et tout, et les gens, ils me disent toujours, toi, tu as eu de la chance, tu as trouvé Dash et tout. Et Ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. C'est-à-dire que, bon, il faut pas forcément s'associer avec n'importe qui. Et à la fois, c'est dur de trouver des gens de confiance. C'est une vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient réaliser des projets qui peuvent pas le faire seuls et qui trouvent pas forcément les bonnes personnes pour le faire. Et il y a pas vraiment de secret. En fait, il y a une part de chance. C'est avec des essais, tu apprends à. Expérience. En fait, c'est ça. Et surtout, je pense, il faut être bien conscient de ses capacités, de ce qu'on peut faire soi-même. Parce qu'en fait, si tu es conscient de ce que tu sais faire, tu seras aussi conscient de ce que tu sais pas faire. Et ça va t'aider à, du coup, chercher des complémentarités à ce que toi tu es et ce que toi tu veux. Et ça, souvent, les gens, ils le sous-estiment un petit peu. C'est-à-dire, ils cherchent des gens qui savent tout faire ou qui veulent tout faire, etc. Alors qu'en fait, à mon sens, il faut plus chercher des gens qui pourront faire ce que tu vas pas faire ou pourront faire ce que tu veux pas faire. On passe à l'acte 4 qui est sur les réflexions et Voilà. les conseils. À travers des scènes de flashback, le joueur revit des moments cruciaux de la vie de Zerator, recevant des conseils de son moi futur. Des décisions importantes influent sur le succès du héros, représenté par la réalisation de projets dont il est le plus fier. Donc, ton moi futur, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 13 ans? Enfin, ton toi actuel, du coup, dit Oui. il y a 13 ans. C'est ça, exactement. Chromi est passé par Ah, là. c'est hein. impossible. Ouais, Chromie est passé par là, c'est ça. Franchement, c'est impossible. Hein. Force à Chromie en tout cas, mais c'est trop dur aujourd'hui de me conseiller sur des trucs parce qu'en plus c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais je suis ici parce que j'ai aussi fait des erreurs, donc en fait Ouais, bien sûr. j'aimerais pas recommencer ma vie ou ma carrière pro avec aucune des erreurs parce que je serais sûrement un gros trou duc. Parce que les gens qui se plantent pas, et il y en a,
qui ont de la chance ou qui se plantent jamais, bah, en fait, c'est des trous du cul, tu vois. Et ou alors c'est des gens qui pensent que tout leur est dû et que tout est toujours logique si jamais ils y arrivent et tout. Donc j'ai pas envie d'être cette personne. Je pense que c'est au contraire bien que je me sois planté. Ça m'a permis de réagir dans des moments où il fallait absolument que je réagisse et j'ai été formé par ce que je suis et tout. Donc franchement, c'est dur de se donner un conseil. Ça. Je lui dirais, t'inquiète, il y a des fois, ça va être un peu chiant, mais c'est Ouais. pour le mieux, t'inquiète. Ouais. Du coup, c'est une autre question, c'est d'un autre point de vue. Comment tu décrirais du coup l'évolution de ta carrière, que ça soit dans le stream, dans tout, dans ton événementiel, depuis le début à aujourd'hui. Si tu devais le décrire assez simplement, tu décrirais ça comment? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, on n'a pas dit que c'était des questions faciles. Putain, on fait que des attention, hein. questions flashback sur Ah, m'emmerde, Oui, hein. oui, Ah, bah, m'emmerde, tiens, ça, hein. c'est chiant. Hein. Putain, les ghouls. Ok, Ah, ça hop. m'emmerde, ça. Non, mais bah, en fait, je dirais qu'il y a quand même eu plusieurs phases, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu la phase naïve du début, forcément, comme quand tu commences quoi que ce soit, en réalité. Donc le côté un peu, je stream des compétitions de chez moi sur ma chaise et j'ai même pas l'ambition d'en vivre parce que ça n'existe pas. Ça a été quand même une première phase, c'est vrai, avec la découverte des logiciels, des trucs, machin. Ensuite, il y a eu la deuxième phase où j'ai commencé à en vivre, mais c'était la grosse galère et on était quand même. Enfin voilà, j'étais chez Millennium. Il y avait pas tant de moyens que ça, tout buguait à moitié. L'audience, tu savais jamais si elle nous voyait en live ou pas. Enfin, j'exagère évidemment, Ouais. mais je veux dire, il fallait faire avec des bouts de ficelle. Après, j'ai eu la chance d'aller chez Eclipsia, Ashford, donc la grande époque où là, par contre, c'était un peu. On a eu carte blanche, on pouvait tout faire, on avait des moyens, on avait quasiment tous les streamers les plus connus de France qui étaient au même endroit. Donc ça créait un côté, on avance tous ensemble dans la même direction, c'était incroyable. Après, il y a eu l'indépendance, le lancement de ma chaîne Twitch en 2015, le 21 janvier précisément. Et ça, c'était une période qui faisait très peur au départ, mais à la fois très rapidement ultra positive parce que je vois que ça marche. Et en fait, un peu l'impression que tout est possible. Après, il y a eu une étape un peu plus je dirais, de maturité et de recul pris sur mon métier. Ça, je dirais que c'est venu un petit peu plus après, où en fait j'ai transformé le personnage de Zerator, qui était un personnage très exubérant, très vaniteux, très sûr de lui, à quelqu'un de plus humain, qui était plus proche de ce que j'étais en vrai. Ça, je dirais que ce switch, il a été opéré vers 2018-2019, quelque chose comme ça. Et c'est venu parce que j'ai changé et j'imagine mûri et appris dans la vraie vie, mais aussi parce que par rapport à ce que j'avais vécu, voilà, les expériences que j'ai pu traverser, c'était cool. Et voilà. Et en fait, là, j'essaye d'être un peu tous les jours la meilleure version de moi-même, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que créateur de contenu. Le projet, si vraiment tu devais en citer un dont tu es le plus fier, mais comme on disait tout à l'heure, Mais c'est vrai qu'on pose un toujours peu cette déjà question un peu vraiment d'un point de vue personnel. personnel. Pas Vraiment, forcément là, tu le penses projet à qui a un. le mieux marché. T'en penses pas à vraiment d'un un, point de vue lequel, collectif. tu vois? C'est ça. Genre, c'est vraiment ce côté-là. La réponse facile, c'est The Event, évidemment. Mais il y a vraiment des événements très différents et c'est dur aujourd'hui de me dire que je préfère un The Event à autre chose. C'est juste que c'est trop pas la même chose et on l'a pas fait pour les mêmes raisons et tout. Mais je suis obligé d'être fier de The Event parce que, en plus, c'est un événement qui, moi, c'est tout ce que j'adore. C'est plein de gens liés contre un même truc, rassemblés pour la même cause, en l'occurrence, qui est bonne. Et en plus, j'en ai vu les applications directes. Ça m'a fait rencontrer Ouais. plein de gens. Ça m'a fait vivre des trucs absolument uniques. Enfin, c'est incroyable. C'est un projet incroyable. Je souhaite à n'importe qui dans sa vie de vivre quelque chose d'aussi intense et d'aussi riche en réalité. Là, en tant que streamer, on parlait pas du tout de la communauté. À quel point ça a contribué à façonner ta carrière, globalement? Quand c'est du contenu chaud, donc live, donc Twitch, en fait, tu es au quotidien devant des gens et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu as la réaction en direct. Donc, en réalité, tu influences ton discours, tes actes, tes gestes en fonction de comment les gens ont réagi à ce que tu as fait. Et donc, ça va, qu'on le veuille ou non, ça va te façonner. C'est obligatoire. Quelqu'un qui le nie se voile la face. C'est impossible de ne pas penser à ça. Donc,
Donc tu es forcément façonné par ton audience. La question, c'est à quel point, et c'est difficile d'y répondre parce que voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé si tu avais une audience différente, etc. Et ça dépend à quel point tu accordes de la place à certains commentaires, comment, etc. Je pense que c'est aussi beaucoup lié aux valeurs de chacun, parce que tu as des gens qui veulent avancer dans une direction et qui vont te dire bah moi je m'en fous, je suis comme je suis, et les gens ils ont qu'à aller se faire foutre. Sauf qu'en fait c'est pas très vrai en réalité. Si tu fais les choses que ta communauté ou tes spectateurs détestent en permanence, bah en vrai soit tu vas pas continuer, soit tu vas changer. Donc c'est pas vrai en fait. Donc c'est forcément que tu te trouves une niche, mais tu réponds en tout cas en permanence par ton contenu, par tes actes à cette audience. Donc voilà, je pense que ça dépend des streamers, mais qu'on est globalement, nous les streamers, beaucoup façonnés par notre communauté. Et j'ai envie de dire, plus on stream, plus c'est le cas, je pense. Je disais du coup sur ta fait une ITV pour Combini où tu parles de Ouais. l'expérience sur la ZTV. Tu dis que Ouais. ça a super bien marché, bon, beaucoup de travail, 7 jours sur 7. Et tu relèves une problématique que j'ai trouvée super intéressante, la problématique d'être égérie et gérant. Tu dis que c'était une grosse erreur. Oui. Je suis très curieuse de savoir pourquoi et comment tu as su gérer ça par la suite. Parce Et qu'aujourd'hui, tu gères encore et tu es encore égérie. Du coup, ça m'a assez intriguée d'entendre ça. Alors oui, tu as commencé à répondre à la question. Donc en gros, effectivement, j'ai souvent dit que sur la ZTV, l'une de mes grosses erreurs, c'était d'avoir voulu être effectivement égérie, donc icône médiatique de sa boîte, et aussi le gérant. Et en fait, c'est totalement impossible. En tout cas, à l'échelle où on était déjà, donc c'est-à-dire avec 3-4 salariés, un planning à faire, de la paperasse pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce que c'était ma première boîte. Voilà. Donc c'est évidemment, tu vois, quelque chose qui était très nouveau pour moi, et j'ai fait plein de conneries, évidemment. Bon, j'ai aussi un peu été aidé, mais j'ai surtout fait des conneries, donc il faut les rattraper. Et en fait, la réponse, elle est assez banale. En fait, la réponse, c'est que c'est 2 métiers et c'est dur de les faire en même temps. En fait, c'est 2 métiers à plein temps et c'est quasiment impossible de les faire en même temps, surtout quand tu es dans une nouvelle boîte, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'arriver, Ouais. quoi. Donc on passe à l'acte 5, qui est la confrontation finale. Attention. Ah! La menace obscurcit de plus en plus le royaume. Zerator doit affronter des boss redoutables représentant les défis majeurs de sa carrière. Le joueur utilise les compétences acquises tout au long du jeu pour triompher des obstacles. Donc, on va passer Ah ouais? sur... Lesquels? Ah, on y vient, justement. Justement. Et en lien, quelles ont été les plus grandes concessions que tu as dû faire jusqu'à aujourd'hui? Il y a un seul truc qui me vient, et c'est le temps. En fait, je suis obsédé par le temps, je suis, ça me rend malade, ça me tabasse la gueule, mais il y a que ça qui compte, en fait. Le temps, c'est le seul truc qui est pas récupérable, le seul truc qui passe, et en fait, c'est la gestion du temps, et donc la vie en décalé, et donc les timings, et donc le fait que j'ai une vie qui est hyper dense, et du coup elle passe vite, et pour moi c'est ça. C'est le truc le plus dur à gérer. De toute la vie, de tout ce que j'ai à faire, la réponse est ultra méta, mais je suis désolé, je trouve rien de mieux. Pour moi, c'est vraiment le temps le plus difficile à gérer, quoi. Et sur tous les points de vue. Et si je devais le répondre de manière un peu plus concrète, bah voilà, je t'ai donné une piste de réponse, mais c'est la vie en décalé, réussir à prendre le temps quand tu y arrives pas, parce que c'est parfois nécessaire. Ça veut dire aussi prendre du recul, réussir parfois à se donner du temps. Parfois, il faut aussi rattraper le temps. En fait, c'est trop dur. Est-ce que exactement. parfois, du coup, je pense que oui, parce que ça a dû forcément arriver dans ta carrière, t'es obligé de te plier à des OP où t'es pas forcément le jeu. Ouais, j'en ai parlé en live récemment, je sais plus quand, mais en gros, j'expliquais aux gens que moi, j'ai la chance d'être à un niveau dans ce métier de notoriété où j'ai le choix. Et en fait, c'est un luxe énorme. Moi, il y a très peu d'OP dans ma carrière
que j'ai regretté ou où je me suis dit ça il faut absolument pas le faire et tout parce qu'il y a des jeux que j'aimais moins, je vais pas dire pas parce que des jeux que j'aimais pas et que j'ai fait en OP, je pourrais même pas t'en citer un parce que à la limite si des jeux m'ont pas plu ou étaient pas mon style, ça m'a quand même appris des trucs, tu vois, il y a des jeux qui pourraient être pas un jeu que je vais faire mais en fait comme j'aime bien tester les jeux et que j'aime bien voir comment les développeurs réfléchissent à comment créer des jeux etc. Même des jeux qui sont pas forcément dans mon goût, en fait j'arrive à y trouver quelque chose et que ce soit une OP ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et tu vois, dans l'émission que je fais tous les dimanches où je teste 2 jeux indépendants, des fois, je fais des jeux qui me correspondent pas du tout et je sais que je les relancerai jamais. Et c'est pas des OP. Et pourtant, je les teste quand même parce que je vois plein de gens aimer ce jeu-là et je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi ce jeu-là, il est pertinent. J'ai envie, moi aussi, de voir ce que les gens trouvent à ce jeu-là. Est-ce que moi, ça va me plaire, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, donc comme je disais, j'ai la chance d'avoir le choix. En fait, je reçois, si je fais une grosse exagération, je reçois quasiment un mail d'OP toutes les 12 heures sur ma boîte mail. Et du coup, bah, si tu fais le calcul, je fais très peu d'OP en réalité. Ouais. Donc, même si pendant un mois je faisais une OP tous les jours, je ferais peu d'OP par rapport à ce que je reçois en termes de propositions. Ouais. Et donc, en général, quand je vois un jeu qui m'intrigue ou qui a l'air de bonne facture, bah, je le fais. Et après, c'est arrivé parfois que le prix soit tellement élevé sur l'OP que je me dis, bon, bah, ce jeu-là, ça a pas l'air de me plaire. Mais par contre, ça va me permettre de financer Ouais, Ouais. une partie de la Zilan, une partie de l'Ascension. Mais en fait, je dirais même pas, dans ces cas-là, je prends mon mal en patience et tout parce que c'est jamais très contraignant, pour être tout à fait honnête. Donc, et sinon, je la refuse en fait. Parce qu'en fait, si c'est super bien payé, mais que je dois streamer 4 fois le jeu et que je dois faire 60 posts sur Ouais, Twitter, c'est très machin, bah, contraignant. forcément, voilà, forcément, Mm. c'est de la merde, quoi. Ouais. Donc j'ai trop de chance parce que j'ai le choix. Et du coup, ça m'amène à des OP hyper cool. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu ce faux côté dans les OP où il y a des viewers, des spectateurs qui pensent parfois que parce que tu fais une OP, c'est forcément une contrainte. Mais en réalité, moi, il y a plein d'OP qui sont des rêves pour moi. Hein, quand j'arrive à faire sponsoriser le WoW Hotel et que du coup, ça me coûte pas 50 000 balles de ma poche de ma boîte, mais qu'en fait, ça m'en coûte que 13 000 parce que j'ai réussi à en faire sponsoriser 37 000 parce qu'on a eu 2 ou 3 sponsors, bah, c'est incroyable. Quand j'arrive à faire une OP sur la sortie de Diablo 4 parce que Blizzard vient me voir et me dit on aimerait que tu couvres la sortie du jeu, est-ce que tu as prévu un truc? Et j'ai dit bah du coup non, mais si vous mettez un budget peut-être. Et du coup je loue une villa et je dis à tous mes potes bah les gars, Blizzard m'a contacté pour avoir une OP, mais venez, on se paye tous de manière un peu équivalente et le reste du budget on le met dans une villa et on passe une semaine de port. Et voilà, donc en fait ça c'est pas contraignant, tu vois, c'est pas des choses contraignantes. Donc en fait il y a la plupart du temps, on essaie de, même quand il y a une contrainte ou quoi, on essaie de le transformer dans un truc qui de toute façon sera cool à la fin. Comment tu le vois dans le futur, tout ce monde de l'influence, du streaming, du jeu vidéo, enfin un peu tout ensemble. Comment tu imagines son futur un peu? Alors moi, il faut savoir que je suis très mauvais pour les prédictions. Pour te donner un exemple concret, La moi boule de j'étais un cristal. joueur de Dota. Moi j'étais un joueur de Dota, tu vois. Et quand LoL est sorti, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans une semaine, ce jeu est mort, tu vois. Donc voilà. Ah ouais. Ça c'est pour te donner un premier exemple de ma pertinence de prédiction. Et ensuite, c'est même si j'étais pertinent en termes de prédiction, ce que je ne suis pas, c'est impossible de savoir. Même nous, on est en direct dans ce milieu tous les jours et pourtant, je sais pas ce que je vais faire l'an prochain. Enfin, bon, il y aura peut-être une Zilan, tu vois. Voilà, c'est ça ma piste, hein, en gros. Mais en gros, c'est quasiment impossible de savoir où on sera dans 3 à 6 mois. Et c'est aussi parce que on est. Enfin, c'est un peu moins vrai pour moi parce que j'ai la chance d'avoir ma niche et tout, mais il y a beaucoup de streamers qui sont esclaves de la méta, entre guillemets. Tu vois, quand tu as une méta d'un coup qui se crée Among Us, bah en fait tout le monde va jouer Among Us, personne l'avait prévu. Quand d'un coup il y a une méta Fortnite, quand d'un coup il y a une méta Lethal Company, quand d'un coup il y a une méta Loup-garou en ligne, quand d'un coup il y a une méta Minecraft. En fait, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses inanticipables dans ce milieu parce qu'elles viennent pas forcément de toi, etc. Donc, Ouais, bien sûr. pour moi, c'est plus intéressant d'avoir des valeurs et un édito sur quelque chose qui te ressemble au global et l'appliquer au méta qui t'arrive dans la gueule plutôt que de s'imposer du contenu et des méta et peut-être parfois être à côté de la plaque. Mais donc, pour ta question, parce que c'est vrai que je me suis un peu éloigné, je trouve ça trop dur de savoir. Et la raison pour laquelle c'est dur de savoir, c'est parce qu'en fait, on ne
on ne crée que très peu dans notre milieu, on s'adapte, je Oui, trouve, complètement. beaucoup Ouais. plus. Et justement, Voilà. suite à l'évolution, tu penses que par rapport aux locaux que tu as à Montpellier, ça va être quoi ton évolution, l'influence que ça va avoir sur tes équipes et la structure e-sport mandatory? Pouah, c'est trop dur de savoir. En fait, non, mais on est au tout début et ils sont même Ouais. pas encore tous là, les joueurs, tu vois. Mais typiquement, une conséquence directe, c'est que je pense que pour tout le monde, ça va être plus facile de perdre. Ça, c'est une première chose. Parce que quand tu es chez toi et que tu as perdu ton match, bah en fait, tu as le démon, dur, ouais. vas-y, il y en a même, ils tapent sur des tables, ils jettent leur souris, j'en Ça sais s'en rien, fait tu vois, plus. mais Non. en tout cas, tu as le seum, bien sûr, tu as Ouais. le poison, mais le truc, c'est que quand tu es entouré d'humains, ça t'aide à redescendre tout de suite et à grandir plus vite, et du coup, ça te donne de la maturité. Et en fait, pour moi, l'équipe Mandatory, là, elle existera dans sa forme d'aujourd'hui que quand tous les joueurs seront à Montpellier. Tu vois, récemment, il y a eu la Mandatory Cup, un tournoi qu'on a fait sur Ouais. Valorant, où on a invité des équipes de classe internationale, pas VCT, pas ligue régionale, mais un peu entre les deux. Donc des équipes quand même assez fortes, et sur le papier, au moins aussi fortes que nous, voire plus fortes. Et on a été éliminé en poule, quasiment dès le début du tournoi. Donc on s'est fait déchirer, quoi. et, et en fait, les joueurs, ils étaient hyper déçus. Ils étaient en mode putain, mais on devrait avoir le niveau et tout. Et le soir de la défaite, il y a eu beaucoup de frustration, etc. Et en fait, je leur disais, mais vous savez, pour moi, l'équipe, elle n'existe pas encore. Pour moi, elle existera quand vous serez tous à Montpellier. Parce qu'en fait, là, vous êtes encore dans le truc de chez vous, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours dit avec le nouveau recrutement de Mandatory, je préfère perdre avec des Montpelliérains que de gagner avec des mercenaires qui jouent de chez eux. Donc, et c'est un peu. Et je le pense vraiment, Je préfère construire un cercle humain, quitte à ce que ça impacte un peu les performances au départ. Après, toute proportion gardée, hein, je vais pas non plus. On n'a pas La créé une boîte va équipe pour couler. rigoler, pour perdre. Voilà. Non, c'est-à-dire que on est là, on soutient les joueurs, etc. Et si il faut faire des changements parce que les joueurs n'arrivent pas à s'adapter à ce contexte ou n'arrivent pas à évoluer avec ce contexte, eh ben, on fera des changements. Même si moi, dans mon optique, j'aimerais garder tout le monde tout le temps, mais le fait est que voilà, parfois e-sportivement ou humainement, bah, ça peut moins coller. On a déjà fait des changements dans l'équipe. Sinon, le 5 d'origine serait toujours le 5 qui est aujourd'hui. Donc voilà, donc faut pas non plus être utopique ou naïf. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment la conviction que 5 humains dans la même pièce peuvent devenir plus forts, même si de base, c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde. Être ensemble, c'est trop fort. Et les liens nous amènent à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire normalement. Alors, À la C'est fini. conclusion. Le niveau est fini. Il est temps du coup d'en tirer les Ok. conclusions. Et bah voilà. Zerator a atteint le sommet de sa carrière, symbolisé par l'accomplissement de sa quête. Le joueur assiste à c'est la facile. conclusion de l'histoire. J'avoue, découvrant les leçons apprises et les enseignements que Zerator partage. Sur une ITV, du coup, avec Dr. Feelgood, tu parles de la réflexion sur la sécurité financière, la sécurité de ton avenir pour Oh toi là là, et ta t'as tout femme. regardé, c'était long ça. Ça c'était long. Hein. T'as tout regardé, la Ah, vache. toujours en mode podcast au moins. On a tout regardé. Ok. Sur peut-être des enfants. Et 2 ans plus tard, t'en es où dans cette réflexion? De sécuriser ton avenir. 2 ans plus tard, est-ce que j'ai des enfants? C'est ça ta question? Non, Non, ça, Est-ce que c'était- alors en c'était 2 ans, peut-être tu ça. t'es marié, t'as eu un enfant, un chien, une maison avec un beau jardin, voilà, tu vois, le cliché. Exactement. Non, mais si tu peux J'ai en le fait Labrador. Ah mais oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Non, mais la sécurité, justement, cette fameuse sécurité financière, sécuriser son avenir, comment t'as évolué dans cette réflexion 2 ans plus tard? Plus lentement que ce que je croyais, ça c'est une première chose, parce que c'est vrai que j'étais à une période où je me disais bon bah j'ai un peu j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire, d'avoir un peu fini le jeu, parce qu'on avait le Bercy qui arrivait, etc. Donc je sais pas, j'avais un sentiment d'accomplissement extrêmement fort, sauf que bah, comme d'hab avec moi, en fait quand il y en a plus, il y en a encore, et en fait quand je m'ennuie, je finis par trouver d'autres idées. Donc après il y a eu la naissance de Mandatory, on a fait d'autres jeux avec Unex, etc. Donc après il y a eu les locaux, donc en fait c'est sans fin. Et mais effectivement tous les allez, on va dire tous les 6 mois, j'ai une rechute de piqûre de vraie vie
où je suis en mode quand même, est-ce que je vais faire ça toute ma life à ce rythme-là? Est-ce que je devrais pas vivre un peu? Mais à la fois, je vis quand même des expériences uniques avec mon travail, donc je suis pas en mode là, je vis pas, je devrais me mettre à vivre, c'est pas vrai du tout. Donc en fait, et c'est pour ça que c'est très difficile comme équilibre à trouver parce que c'est quand même une vie de fou, avec des expériences de fou. Je vis des choses que très peu de gens vont vivre. Je suis extrêmement chanceux et reconnaissant pour ça. Et à la fois, il y a des choses plus calmes que j'aimerais faire, que je me permets moins de faire actuellement, ou que je me permettais moins de faire. Et par rapport à l'indépendance financière, ce que tu disais, bah, euh, je pense que c'est le rêve de tout créateur. Et là, je parle de tous les milieux, que ce soit artiste, sculpteur, chanteur, même sportif, n'importe qui. En fait, quand tout ce que tu crées, tu es plus obligé de le faire parce que tu dois générer de l'argent avec, tu le fais de manière plus sereine. Donc, on est tous les créateurs de quelque chose sont en recherche de l'indépendance financière pour pouvoir le faire de manière plus sereine. Bah, et toi, à quoi tu joues World of Warcraft. Et toi? On se posait une question justement sur WoW. Selon toi, c'est quoi la recette de WoW qui fait que aujourd'hui c'est un jeu qui est durable, qui est apprécié par la commune, qui quand même évolue avec le temps, quoi qu'on dise WoW c'est mort, il y a quand même encore beaucoup de monde. Et, ouais, c'est ça, 18 ans plus tard. Voilà, exactement. Bientôt 19. Ouais. Enfin, non, 19 déjà, bientôt 20 plutôt. 19, ouais, bientôt 20. Et c'est qu'est-ce qui fait la recette de jeu que même l'e-sport se développe de plus en plus sur WoW, doucement mais sûrement? Voilà, ouais. La question est colossale et franchement, je pourrais faire 2 heures juste sur cette réponse si vous voulez, mais mais j'ai pas le temps. La réponse la plus logique et la plus factuelle, c'est que le jeu a su s'adapter. Ça c'est une réponse factuelle, puisque si le jeu était resté comme il est, il serait mort depuis longtemps. Et si aujourd'hui Classic a eu du succès, c'est parce que justement le jeu n'était plus comme ça. Donc le fait d'y revenir apporte une certaine nostalgie et tout. Mais si le jeu était resté comme Classic, forcément ce serait pas le même jeu. Ensuite, forcément, il y a ce qui a fait le succès à la base de Warcraft, c'était je pense son univers, sa licence, la puissance de sa licence et sa qualité de production. Il faut bien vous rendre compte que quand ce jeu est sorti, c'était absolument révolutionnaire, mais dans tous les plans. C'est-à-dire que même graphiquement, c'était une claque, alors qu'aujourd'hui, on voit WoW classique et on sait tous ce qu'on en pense, mais c'était une claque absolue graphique, c'était une claque technologique, c'était une claque immersive, c'était une claque de narration, alors que personne ne lit les quêtes, mais c'était un colosse du jeu vidéo. Dans World of Warcraft, le jeu est arrivé à une époque où il y avait absolument rien d'équivalent. Ce qui fait le succès de WoW aujourd'hui, c'est le fait que déjà il y a beaucoup de nostalgie autour de ce jeu, il y a beaucoup de gens qui y ont joué, donc il y a beaucoup de connaissances autour de ce jeu. Tout le monde quasiment tout le monde en tout cas, a essayé WoW un jour. Tous les gens qui traînent un peu sur Internet depuis 10 ans et qui ont eu un ordinateur ont essayé à un moment de leur vie World of Warcraft, ou presque en tout cas, ou en tout cas ils savent ce que c'est. Et donc le jeu a su s'adapter. Après, c'est vrai que Warcraft, en tout cas, la licence Warcraft aujourd'hui n'a pas la puissance de ce qu'elle avait à l'époque, puisque c'était une des licences les plus fortes du jeu vidéo. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à la cheville d'un League of Legends, d'un Fortnite ou d'un The Witcher même, ou de n'importe quoi d'autre. Mais donc il y a un peu moins d'attache pour la licence. Mais malgré tout, il y a un gameplay assez unique, je pense, qui fait que les gens reviennent quand même pour les extensions. Les gens se rendent pas trop compte, mais à l'époque où Warcraft sort, des jeux en ligne auxquels tout le monde joue, il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Et ceux qui existent, c'est ceux de Blizzard. C'est Warcraft 3, c'est Diablo 2, c'est Starcraft. Enfin, j'exagère, parce qu'il y a aussi Counter-Strike et tout qui fait son trou, mais je veux dire, ça fait partie de ces trucs-là, quoi. Donc ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a 1000 jeux qui sortent par jour, des potentiels bangers du même nombre et tout. Donc voilà. Et ce qui fait qu'il est encore là, franchement, la meilleure réponse, je vous dis, c'est que le jeu a su s'adapter. Pour moi, le jeu a su s'adapter. Et aujourd'hui, en plus, Blizzard s'est adapté à toutes les communautés en faisant plusieurs jeux dans le jeu. Enfin, là, c'est quand même incroyable. On a Retail. Ouais, c'est ça. On a Retail, on a SOD, on a Hardcore, on a Classique, enfin Classique Era. Et on va avoir Classique Cataclysme. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a 5 WoW différents. T'as compté plus vite que moi. Mais qui sont presque pour 5 publics différents. Je dis presque parce qu'en fait, il y a aussi des migrations. Voilà, les gens d'Hardcore,
ils venaient de classique. Et ils ont switché sur SOD, peut-être qu'après ils Beaucoup de reviendront, personnes machin. de Donc, retail qui, pendant les périodes Ouais. un peu off, Ouais. vont du coup sur SOD hardcore. Donc en fait, Ouais. là, il y a un espèce de Ouais. roulement en fait, entre les versions de WoW qui est plutôt bien amené. Alors Ouais. ça peut diviser aussi un Ouais, peu les c'est ça. communes, mais c'est un choix stratégique assez intéressant. Ouais, voilà, c'est vraiment un système saisonnier, quoi. Mm. Et qui match toute entre façon, différents voilà. jeux, quoi. Mm. Pour garder quand même Et en autour gros- de WoW. Il y a au moins une raison Et en de gros, prendre c'est la ce qui- BO, tu vois. Et c'est ce qui me fait penser qu'il n'y aura jamais de WoW 2 ou de vraie révolution, puisqu'en fait, là, Blizzard, depuis 2 ans, on va dire, avec WoW, a choisi son camp. Et son camp, c'est de faire des jeux qui évoluent en parallèle, mais en créant effectivement des sortes d'épisodes où, en gros, si tu joues à WoW toute l'année, mais que tu es un hardcore gamer qui veut faire que des petites saisons de 2 semaines, 1 mois, Mm. ben, en fait, si tu joues à tous les WoW, c'est possible. Bon, bah voilà, Mm. le jeu est terminé, GG. Voilà, tu as gagné. J'ai gagné. Ouais. Ouais. Incroyable. Bon, Let's go. Félicitations. est-ce qu'on le développe ce jeu ou pas? Allez. Ah, je sais pas. Hein. Il y a des droits à l'image et tout. Hein. Je vais relire le contrat. Hein. Et du coup, on voulait faire 2 petits giveaways sur du coup la boutique casual. Je sais pas si tu veux lancer toi les C'est trop giveaways cool. ou si tu dois filer, j'en sais rien, parce qu'on a un peu Ouais, dépassé au niveau du temps. Donc, Oh non, mais moi je vous laisse faire. C'est même pas une question de temps là, c'est que je vous laisse gérer les giveaways. Ok. Après on va dire que j'arnaque et tout. Non, 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 c'est vous qui gérez les cadeaux. Je Ok. n'y suis pour rien. ok, S'il y a des réclamations, voyez avec les ghouls. très bien. Bon, parfait. Bah, en tout cas, vraiment, Je suis mille pas merci. concerné. Mille merci de nous à avoir accordé cette confiance de venir sur notre chaîne. Ouais, Merci pas de d'avoir problème, hein. participé et puis au plaisir. Voilà. Bonne continuation pour tous tes projets. Ouais, Et on suivra ça de ça près. roule. Bah écoutez, Merci franchement, beaucoup. merci de m'avoir invité et c'était très cool. Et vas-y, bah je vous souhaite du bon gameplay sur WoW là et en espérant que vous arriverez à trouver ce que vous cherchez, puisque c'est un peu ça la quête de WoW finalement. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Passe une très bonne soirée. Bonne Merci soirée, infiniment. Merci, Merci. Et bonne bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Merci Ciao. beaucoup.